Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christophe Jourgeon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain et conseiller régional de l'UDI dans le groupe Inventer la métropole de demain à la métropole, le groupe de Gérard Collomb. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour cette année 2022 ? On sait que ce sera une année d'arbitrage sur des grands projets, peut-être à commencer par le téléphérique dont on annonce l'abandon à votre grande satisfaction. Oui, mais je pense que 2022, ça va être effectivement une année d'arbitrage, ne serait-ce que sur des problématiques budgétaires. Donc je pense qu'il faut qu'on peut souhaiter une année d'arbitrage, mais une année d'arbitrage, excusez-moi, d'arbitrage constructif et aussi collaboratif entre les différentes collectivités locales. Alors commençons par les différents projets. Les projets que peuvent réaliser les écologistes durant le mandat. Il y avait ce téléphérique qui était un marqueur. On a compris qu'ils allaient renoncer à celui de Francheville. Vous pensez qu'ils peuvent lancer un autre projet durant le mandat ? Ça, il faut le demander aux écologistes. Je ne suis pas en charge de faire le storytelling de la majorité. Mais vous serez opposé à tout nouveau projet de téléphérique ? Non, pas du tout. Moi, il y a quelques années, j'avais réfléchi à un projet de téléphérique et j'avais abandonné cette idée-là parce que je trouvais qu'en termes de capacité de transport, on n'était pas au niveau des enjeux de la métropole de Lyon. Donc le téléphérique, pourquoi pas ? Mais je pense que sur l'Ouest, on n'est pas du tout aux enjeux en termes de capacité de transport. On a 100 000 actifs sur l'Ouest, on a 170 000 personnes qui viennent travailler au cœur de la métropole chaque jour et qui proviennent de l'Ouest de la métropole. Ce n'est pas un téléphérique qui répond à cette problématique-là. Ce n'est pas un téléphérique qui permettra un transfert modal de la voiture vers du transport en commun pour ces personnes-là. Alors, on a bien compris que vous défendiez la ligne E du métro. Elle revient au goût du jour du côté des écologistes. On aura les arbitrages cette année. Mais si effectivement ils font le choix de lancer et la ligne E, comme c'est annoncé, et la ligne B, qui serait le prolongement de la ligne B jusqu'à Rieux-la-Pape, est-ce qu'il ne faudrait pas reconnaître aux écologistes d'avoir le courage d'investir pendant tout un mandat pour un projet qui ne verra le jour que dans au moins 2 ou 3 mandats? Alors, sur l'Ouest, il y a deux modes de transport lourd. Il y a le tram-train de l'Ouest lyonnais, qui est fonctionnel aujourd'hui, qui permet de faire un Francheville-Bellecour en 20 minutes, avec un changement à Gorge-de-Loup et en prenant le métro D. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui fonctionne dès aujourd'hui sans investissement supplémentaire. Il y a effectivement le projet du métro E qui peut permettre de compléter et de renforcer l'offre de transport lourd sur l'Ouest de la métropole. Il y a aussi sur le nord-ouest, le projet de ligne Lyon-Trévoux qui est porté par... Là, c'est un bus à haut niveau de service. C'est un bus à haut niveau de service, mais sur une ligne, sur une voie réservée sur 100% du trajet. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi, et j'espère que ça va démarrer très vite pour une livraison fin 2025. Donc ça, là, c'est un projet porté par la région. C'est un projet la porté par la discussion avec région. la métropole, c'est de savoir où est-ce qu'il arrive, en fait. Est-ce qu'il arrive à Sathonay ou est-ce qu'il arrive directement à La Part-Dieu ? Bah oui, et la métropole, pour le moment, parle plutôt d'un projet Sathonay-Trévoux, ce qui serait une aberration. C'est-à-dire que là, on a un site propre qui fait Lyon, Trévoux-Lyon plutôt, qui est une ancienne voie de chemin de fer. On peut mettre un bus à haut niveau de service, avoir une qualité de service, une voie qui desservira notamment la zone industrielle de Périca à Rieux. Et la métropole, pour des raisons ne rentre pas sur mon territoire, donc des raisons purement politiques et de cours de récréation, dit il faut s'arrêter à Sathonay et les passagers, ils descendront du bus pour prendre un autre bus, donc une rupture de charge. Donc c'est pas non plus comme ça qu'on va convaincre les personnes qui se déplacent en voiture d'abandonner leur voiture pour prendre les transports en commun si on ne leur offre pas une solution qui est performante et confortable. Alors on aura Jean-Charles Collas en invité lundi prochain, on pourra lui poser la question. Mais justement, est-ce que quand même si ces arbitrages sur les métros sont faits, sur la ligne B et la ligne E, est-ce qu'il ne faudra pas reconnaître que les écologistes font ce que les majorités municipales n'ont pas fait depuis 25 ans, non, donc ni Raymond Barre ni Gérard Collomb. Sur le métro E, il était acté que ça démarrait dès ce début du mandat. Rien n'était financé. C'était à financer dans le plan de mandat 2020-2026. Et là, aujourd'hui, les écologistes disent que le métro, il sera sur le prochain mandat et sur celui d'après. Donc, du coup, non, il n'y aura pas d'investissement métro réellement sur ce mandat-là. Il y aura des études complémentaires pour affiner le projet. Mais je pense que le métro démarrera réellement, le chantier du métro démarrera réellement dans le prochain mandat et se terminera dans celui d'après. On sera sur le même type de calendrier pour le fameux RER à la lyonnaise. On sait que c'est un sujet que vous portez. Puis vous êtes dans les deux collectivités, dans la majorité à la région Rhône-Alpes.
Est-ce que vous voyez les deux camps se rapprocher sur ce sujet-là? Il y a des discussions. Maintenant, effectivement, encore une fois, c'est des budgets très importants qu'il faut mobiliser sur ces projets-là. Donc il faut que chacun fasse un effort, et notamment les agglomérations et la métropole. Juste pour rappeler les grandeurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a un budget de 2,5 milliards et elle met 1,250 milliard sur les transports en fonctionnement. Elle a un budget d'investissement en 2022 d'1,4 milliard à peu près, et elle met 270 millions sur les transports. Donc elle n'est pas loin de la limite de ses capacités en termes d'investissement et de fonctionnement sur les transports. Donc pour aller plus loin et plus vite, la région doit faire un effort, mais il faut aussi que les agglomérations disent effectivement, une desserte en train plus fréquente, c'est un enjeu pour moi, et c'est un enjeu typiquement pour la métropole de Lyon avec la mise en place de la ZFE. Et donc je suis prêt à mettre de l'argent là-dedans. Et typiquement, les 250 millions d'euros que le Sytral va faire, dont le Sytral va faire l'économie dans ce mandat pour le téléphérique, ça peut être quelque chose qui peut permettre d'alimenter des projets communs avec la région sur le développement du RER à la lyonnaise. Allez, un mot de la zone faible émission, vous venez de parler. On sait que 2022 sera l'année de début de sa mise en œuvre. En juillet prochain, les voitures critères 5 seront exclues du centre-ville, de Lyon, de Villeurbanne, et puis à l'intérieur du périphérique de Bron et de Vénissieux. C'est une mesure qui fait l'unanimité. Ce qui fait débat, c'est le calendrier. Est-ce qu'on n'est pas dans une opposition un peu hypocrite, puis sachant que le projet, globalement, vous l'avez soutenu, mais vous trouvez que les écologistes vont aller un an trop tôt? Non, c'est pas ça. Sur le principe, moi, je suis favorable à l'extension de la ZFE. En 2019, on était 2 groupes à soutenir l'extension aux particuliers. Il y avait Pierre Aymon pour les Verts, justement, et moi-même pour le groupe UDI. Donc, sur le principe, j'y suis favorable. Après, il y a un vrai problème de calendrier. C'est-à-dire qu'on va décider mi-mars que les véhicules critères 5 seront interdits dès juillet. Alors, apparemment, ça a changé. Maintenant, c'est 1er septembre 2022. Ça veut dire qu'en 4 à 5 mois, il y a 25 000 possesseurs de véhicules critères 5 qui vont devoir trouver des solutions alternatives. C'est beaucoup trop court. Strasbourg, qui a mis en place une ZFE fin 2021, à chaque étape, elle met une année pédagogique. C'est-à-dire que pendant cette année pédagogique, l'ensemble des dispositifs de contrôle, d'accompagnement, de transport en commun, etc. sont opérationnels, sauf qu'au lieu qu'il y ait une verbalisation, il y a une information auprès des possesseurs des véhicules et un accompagnement pour que pendant l'année en cours, ils puissent s'adapter. C'est moi ce que je demande à la métropole de Lyon, c'est de dire on met en place la ZFE avec un calendrier à déterminer, et à chaque phase, on met une année pédagogique pour que chacun puisse changer, adapter ses modes de déplacement, investir dans un nouveau véhicule, etc. Sachant que techniquement, on sera de toute façon pas très loin, puisque les radars qui permettent de détecter automatiquement les plaques ne seront pas disponibles avant 2023. Mais alors après, on parle aussi des autres phases qui seront après 2023. Et puis deuxièmement, c'est pas la même chose de dire je mets en place, mais de toute manière, je ne pourrai pas contrôler, donc faites ce que vous voulez. Ça, c'est quand même un peu du jument-foutisme. Ou dire je mets en place une procédure qui est carrée et qui est claire dans le fonctionnement. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et puis l'autre vrai enjeu, c'est l'interdiction des critères 2 d'ici début 1er janvier 2026, qui est un choix politique de Bruno Bernard, choix qui ne l'a pas ouvert à la concertation, c'est-à-dire qu'il a dit tout est concertable sauf ça, ce qui quand même limite un peu la concertation. Et là-dessus, je suis désolé, c'est 250 000 véhicules sur la métropole de Lyon, à changer d'ici 4 ans. C'est réellement de l'obsolescence réglementaire. Et ce n'est pas écologiquement supportable, et ce n'est même pas financièrement supportable, ni pour les habitants de la métropole, ni pour les salariés qui viennent travailler sur la métropole, ni même pour la métropole si elle décide de mettre en place des aides financières. Dernier gros sujet qu'on attend cette année, c'est la concertation sur la rive droite du Rhône et puis l'ensemble du plan de piétonisation du centre-ville de Lyon. C'est des sujets sur lesquels on peut vous voir soutenir la majorité en place? Alors, moi, je suis convaincu que la place de la voiture en ville doit être revisitée et doit être réduite. C'est pour ça que moi, je soutiens totalement le passage en zone 30 pour la majorité des villes et des centres-bourgs. Et donc là-dessus, je rejoins la proposition de la majorité verte. Et sur la rive droite, oui, il faut réduire la place de la voiture. Oui, il faut donner plus de place aux piétons, plus de place à la végétalisation et au vélo. Après, encore une fois, c'est une question de temporalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet sur la durée
pour que Là, l'évolution et on le annonce un changement... projet sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils vont faire Non, mais- qu'un petit bout. Là. Oui, mais tout dépend. Je pense qu'il vaut mieux le faire sur une longueur plus grande et être moins restrictif tout de suite. C'est-à-dire dire, on le fait sur une grande longueur et la restrictivité, on la met en place sur la durée pour s'adapter aux réalités des déplacements des Lyonnais et des métropolitains aujourd'hui. C'est clair que cet axe-là, il est vital en termes de déplacement. Donc il faut le retravailler, mais il faut avoir un calendrier qui soit compatible avec la réalité de la vie quotidienne des métropolitains. Mais oui, moi je soutiens le principe de cette reconquête de la rive droite pour les piétons, la végétalisation et les vélos. Un dernier mot de la campagne nationale. Vous avez été investi par l'UDI dans la 3e circonscription de Lyon, celle de Jean-Louis Touraine. Une circonscription qui semble déjà aujourd'hui difficile pour les macronistes, qui est un peu promise aux écologistes. Vous y allez avec de réels espoirs ? Écoutez, moi je pense que le résultat, on le connaît au lendemain du premier et du second tour d'une élection, y compris une élection législative. Donc on va faire le travail de terrain et puis on en reparlera mi-juin. Et vous serez dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition présidentielle ? La position du DI a varié durant tout le mandat. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, même si on reconnaît que sur certaines lois, il a fait avancer les choses. En 2019, vous étiez de fait dans la majorité puisque vous aviez voté le budget. Non, on n'était pas dans la majorité, mais 2019, il y a eu des lois qui ont été intéressantes et on les a soutenues. C'est-à-dire qu'on n'est pas dogmatique. C'est-à-dire quand on a des propositions que l'on porte depuis des années et que quelqu'un les met en œuvre, on ne va pas dire que maintenant, parce qu'on n'est pas dans la majorité, on est contre. Vous avez même voté le budget et on a compris que vous cherchiez à rejoindre la majorité. Finalement, vous êtes dans l'opposition parce que vous n'avez pas eu les strapontins que vous espériez ? Pas du tout. Je veux dire, il y a des vraies divergences sur la gestion de la crise sanitaire, par exemple, mais pas que, sur un certain nombre de sujets aussi au niveau de l'éducation. Donc il y a des vraies divergences. Maintenant, le débat va se faire sur la présidentielle, il se fera encore plus sur les législatives. Et c'est clair que la 3e circonscription, c'est un territoire que je connais bien, puisque je suis élu du 7e. J'habite cette circonscription et le 7e arrondissement. Donc on verra au soir du second tour. Christophe Jourgeon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.